Les Canadiens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur Parlement et leur Premier ministre. L'occasion de nous intéresser dans le magazine du 20h à ce grand pays voisin et ami des États-Unis, pourtant premier touché par les nouveaux droits de douane de Donald Trump. La guerre commerciale pourrait faire des ravages à Windsor, capitale canadienne de l'industrie automobile. Ces usines sont interdépendantes avec celles de Détroit, côté américain. C'est le grand format signé Camille Gutin et Thomas Donzel. Seule la rivière sépare les deux pays. D'un côté, le Canada et sa petite commune de Windsor. De l'autre, la cité de Détroit, aux États-Unis. Deux villes sœurs, berceaux de l'industrie automobile depuis plus de 100 ans. Mais avec l'arrivée de Donald Trump et ses droits de douane, c'est la rupture entre les deux voisins. Joe Schneier, Canadien, traverse la frontière tous les jeudis pour s'entraîner au volley. Bravo, bien joué. Avec son équipe américaine de Détroit. Ce qui se passe actuellement, c'est entre les chefs d'État, mais pas entre les gens. On est toujours amis, nous. Ses coéquipiers partagent le même avis. Windsor et Détroit sont deux villes entremêlées, mais ils regrettent que la politique éloigne un peu leurs voisins américains. On est désolé de ce qui se passe pour les Canadiens. Oui, on est tellement gênés. Détroit et Windsor, c'est une seule communauté qui est juste séparée par une rivière. Culturellement, historiquement, on partage tellement de choses. Canadiens et Américains ici, c'est la même chose. Mais à la fin des matchs, le joueur n'oublie pas complètement sa nationalité. Avant les tarifs douaniers, j'allais prendre un verre avec mon équipe à la fin du match. Mais là, en tant que Canadien, je veux soutenir le boycott, donc je n'irai pas. Beaucoup de gens diraient déjà que je suis un traître, rien qu'en étant là. Donc je dois aussi faire ma part. Je viens ici pour jouer, mais je ne dépense pas mon argent. Car depuis les droits de douane imposés aux Canadiens, la guerre économique est déclarée entre les deux pays. Lorsque nous traversons la frontière, l'ambiance est particulièrement tendue chez les ouvriers automobiles canadiens. Denis et Blaise de Saulnier, père et fils, travaillent depuis 3 générations à Windsor dans l'usine de Stellantis, anciennement Chrysler. La semaine prochaine, on revient travailler, en espérant que ce soit permanent. L'entreprise a été mise à l'arrêt pendant 2 semaines. En cause, les 25% de droits de douane imposés par Donald Trump aux véhicules et à certaines pièces automobiles venant du Canada. Une trahison pour les deux ouvriers. Je me sens à la fois en colère et effrayé de ce qui va se passer. La confiance est rompue. Normalement, on a un partenariat avec les États-Unis. On construit des véhicules, on a des pièces qui viennent des États-Unis, elles sont ensuite renvoyées là-bas, et puis au Canada, on les met ensuite dans les voitures. Donc il faut qu'on travaille ensemble. Avec les tarifs douaniers, les coûts de fabrication des voitures risquent de bondir. 144 000 emplois directs pourraient être menacés. Pour le père et le fils, c'est toute l'histoire de l'industrie automobile de leur région qui pourrait s'arrêter. J'ai travaillé 31 ans dans l'usine. Je suis à la fin de ma carrière. Mais les jeunes qui commencent, ils espèrent un futur prometteur en se lançant. Donc ça me brise le cœur qu'ils ne puissent plus rien avoir. Du côté des États-Unis, le discours est bien différent. Ici, les habitants espèrent que les tarifs douaniers feront revenir l'industrie sur le sol américain. Geoff Booth travaille chez Ford à Détroit. Lui aussi est la 3e génération d'ouvriers automobiles. C'est ici que Ford a eu l'idée des lignes d'assemblage automobiles. Et c'est sa première usine, ici à gauche. Nous sommes très fiers de notre industrie automobile. On est le lieu de naissance de 3 grandes marques américaines. Quand j'ai grandi, on connaissait forcément quelqu'un qui travaillait chez Ford ou General Motors. Mais maintenant, c'est plus rare. Et selon lui, le sauveur à la rescousse de l'industrie, c'est Donald Trump. L'ouvrier a même été invité à la Maison-Blanche le jour de l'annonce des droits de douane par le président. Ça, c'est moi devant le bureau où il a signé les décrets. C'était un des plus beaux jours de ma vie. Je n'aurais jamais pensé que moi, un ouvrier de Détroit, j'irais à la Maison-Blanche. Pour Geoff Booth, ces taxes amorcent le début d'un nouvel âge d'or.
On voit toutes ces entreprises autour du monde qui sont en train de dire « Oui, on va remettre nos usines aux États-Unis ». Ils ne veulent pas être soumis à ces droits de douane. Donc clairement, c'était une bonne idée pour les travailleurs américains et pour l'économie du pays. On est en train de ramener les emplois aux États-Unis et c'est ça qui est génial. Pour le moment, aucune entreprise automobile ne s'est engagée à relocaliser aux États-Unis. Au Canada, les tarifs douaniers pourraient déstabiliser toute l'économie. Car l'industrie automobile est le deuxième plus gros poste d'exportation après le pétrole, 51 milliards de dollars, avec partout dans la région des ateliers de pièces détachées comme celui-ci. Depuis les annonces de Donald Trump, le gérant a dû licencier 20 salariés sur les 100 que compte l'entreprise. Comment c'était ici avant? Vous aviez plus de personnes? Ah oui, on a dû réduire notre équipe à cause du manque de commandes. Ça, par exemple, on a commencé à le fabriquer. C'est une opération très simple, mais c'est à l'arrêt, parce que le projet qui nous l'a commandé est en pause. Vous pensez qu'il y a un risque de faillite? Oui, absolument. On est en danger. Ces droits de douane, ça va rendre plus difficile pour des petites entreprises comme nous le fait d'être compétitifs face à la Chine, qui fabrique déjà des pièces à des prix bien plus bas que les nôtres. Pour les ouvriers de l'atelier, c'est aussi leur vie qui est mise entre parenthèses. Ryan Stevenson travaille depuis 3 ans ici, mais désormais il réfléchit à son avenir. Je pensais avoir un avenir dans cette industrie, mais je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines années. Les droits de douane me font vraiment réfléchir si je dois continuer. C'est très inquiétant. L'élection du Premier ministre canadien permettra-t-elle de renouer les liens entre les deux pays? Pour le moment, les habitants ont prévenu, ils ne céderont pas face aux pressions de Donald Trump. Le Canada est entré en résistance. Et en ce jour de vote, Donald Trump a rappelé son intention de faire du Canada le 51e État américain. Le candidat conservateur canadien lui a demandé de ne pas se mêler des élections. Pourquoi le président Trump répète-t-il qu'il veut annexer le Canada? 3 idées pour comprendre avec Odile Longval et Serhan Ganzer. Pourquoi Donald Trump veut-il annexer le Canada, en faire le 51e État américain? Le Canada, c'est d'abord un territoire gigantesque, avec une ressource stratégique, l'eau. Et Donald Trump y voit un intérêt économique, la fin des droits de douane entre les deux pays. Voici 3 infos pour comprendre. Première info, le Canada, c'est 10 millions de kilomètres carrés. Si on ajoute à son voisin américain, on obtient le double, près de 20 millions de kilomètres carrés. Ainsi, les États-Unis deviendraient le plus grand pays, devant la Russie et la Chine. Et ça tombe bien, Donald Trump se rêve président de la plus grande nation du monde. Notre deuxième info, c'est que le Canada possède une ressource stratégique, l'eau. À lui seul, le pays détient 7% de l'eau douce sur la planète. Indispensable pour l'agriculture, produire de l'énergie et évidemment l'eau potable. Pourquoi est-ce important pour les États-Unis? Parce que la population américaine est plus nombreuse et elle est confrontée à de grandes sécheresses par endroits. L'eau, Donald Trump en veut plus. Troisième info, si le Canada était américain, fini les droits de douane. Un argument de plus pour Donald Trump. Car 13% des produits importés aux États-Unis sont canadiens. Il s'agit principalement de pétrole, de voitures et d'acier. Sans frontières, terminer les taxes et donc des échanges et des produits moins chers pour tout le monde. Pour autant, il est bon de le rappeler, le Canada est indépendant depuis plus d'1 siècle et il compte bien le rester. On évoquait les réserves d'eau du Canada. Autre trésor du pays, le sirop d'érable. Ce n'est pas une plaisanterie. Le pays est très attaché à sa production au point de constituer des réserves stratégiques. Un entrepôt tenu sous haute surveillance contient 100 000 barils. Reportage de nos correspondants Franck Génozo et Alice Sangoire. Dans la forêt québécoise, elles sont un point de repère pour les habitants. Les cabanes à sucre, ces restaurants où la cuisine locale est à l'honneur. Ici, on rit fort, on parle sans détour et on arrose de sirop d'érable sans distinction ses crêpes ou son jambon. Ceux qui viennent et qui ne connaissent pas ça, ils repartent avec. On attend ça avec fierté, notre bon sirop.
Ça a toujours fait partie de notre vie. Un trésor national que les Canadiens veulent à tout prix protéger. Derrière la façade anonyme de cet entrepôt se cache l'un des sites les plus sécurisés du pays. Certains États ont leur stock d'or ou de pétrole en cas de coup dur. Le Canada a sa réserve stratégique de sirop d'érable, 100 000 barils qui font l'objet d'une sécurité renforcée. Évidemment, vidéosurveillance, de capteurs, présence sur place. Je vous parlais tantôt de Fort Knox. C'est un peu ça l'idée. C'est donc une forteresse de sirop d'érable pour être sûr de garder cette ressource-là en sécurité ici à la réserve stratégique. Chaque bidon du précieux liquide sirupeux vaut près de 1 300 €, 20 fois plus cher qu'un baril de pétrole. Au total, c'est un pactole de 300 millions d'euros qui est mis en sécurité par les producteurs, de quoi voir venir en cas de catastrophe naturelle ou de pandémie. Pour que lorsqu'il y aura une année, par exemple, de petites récoltes, mais une demande très importante, on pourra libérer le sirop d'érable qui est en inventaire pour approvisionner les marchés, pour éviter des fluctuations dans le prix du sirop d'érable. Garantir les prix est ici une nécessité vitale, car le Québec fournit 72% du sirop d'érable dans le monde. Si les producteurs ont largement renforcé leur sécurité, c'est qu'il y a un peu plus de 10 ans, ils ont été victimes d'un vol spectaculaire, toujours considéré ici au Québec comme le casse du siècle. En 2012, le Canada découvre estomaqué que des milliers de barils de la réserve ont été siphonnés par des braqueurs dans cet autre hangar. 12 millions d'euros de sirop d'érable envolé, le plus gros casse de l'histoire du Québec, révélé par ce journaliste local. Les camionneurs voleurs reculaient ici, faisaient le plein remplissaient le camion remorque. Ils prenaient du sirop, ils allaient le porter quelque part, puis ils remplissaient le baril d'eau et ils rapportaient le baril plein d'eau. Les voleurs se sont appuyés sur un complice en interne. 17 personnes seront finalement arrêtées. L'affaire fera même l'objet d'une série inspirée de ce casse inédit. On va cambrioler l'association. Il va y avoir de la sécurité, des caméras. Pas de caméra et seulement un gardien de sécurité. Mais désormais, ce ne sont plus les braqueurs qu'on craint au Québec, mais le comportement imprévisible des voisins américains. Dans cette exploitation d'érable, c'est le temps des sucres, la période de la récolte. L'arbre produit de la sève, puis nous, on va venir ici avec cette entaille, finalement récolter une sève qui va trouver son chemin parmi mon réseau de soublure. Une bonne partie du sirop d'érable produit ici prendra la direction des États-Unis. Il n'est pour l'heure pas soumis aux droits de douane décidés par Donald Trump, mais ça ne rassure pas complètement les producteurs québécois. On sait à quel type de personnage on a affaire. Là. On dirait que le voisin américain peut se lever un matin et puis dire « Ah, on taxe. » C'est sûr qu'on est aux aguets. En fait, c'est peut-être le petit coup qu'on avait besoin pour pousser d'autres marchés. Le Canada se tourne donc vers l'Europe, l'Inde et le Japon pour trouver de nouveaux débouchés et réduire sa dépendance vis-à-vis du client américain. La seule façon d'espérer un peu de stabilité dans un marché mondial qui progresse de 6 à 8% chaque année. Nous vous emmenons à présent à la découverte d'un Français pas comme les autres, le Québécois. Je parle bien entendu de la langue. Notre Français a bien évolué outre-Atlantique. Comment et pourquoi? L'enquête de Valérie Lerouge et Mathieu Niewelglowski. C'est le berceau de la langue française au Canada, Québec, au bord du fleuve Saint-Laurent. La seule ville fortifiée d'Amérique du Nord protège jalousement la langue de Molière, avec quelques particularités dont il faut s'accommoder. Bonjour, vous auriez une table de deux pour déjeuner? Pour dîner, oui. Il est 13h. Ouais, mais au Québec, c'est déjeuner, dîner, souper. Excusez-moi, où est-ce que je peux faire du shopping ici? Par là. Sauf qu'ici, on ne dit pas shopping, on dit magasinage. Ah. Le Québec assume d'être plus royaliste que le roi côté linguistique. Et ça se voit sur les panneaux de circulation comme sur les enseignes. Les restaurants KFC, Kentucky Fried Chicken, sont devenus PFK, poulet frit du Kentucky. Cette chaîne anglophone, elle, a dû ajouter boutique de souvenirs. Car une loi de 1977 impose aux commerces de franciser leurs devantures au risque d'une amende jusqu'à 15 000 €. Jeff Boutet en est un fervent défenseur.
Juste ici, par exemple, on a Sugar Daddy's, une confiserie qui a dû vraiment se plier aux exigences linguistiques du Québec. Pourquoi? C'est quoi dans le reste du pays? C'est tout simplement Sugar Daddy's. Et ici, les bonbons Sugar Daddy's. Il faut qu'on puisse comprendre, pour un Québécois uniquement francophone, qu'est-ce qu'on y vend. C'est l'idée derrière la règle. Le combat linguistique peut même devenir explosif. En janvier dernier, dans un supermarché de Montréal, un client anglophone croit bon de filmer sans son consentement une employée qui ne lui parle qu'en français. So you're saying you don't speak English? Non, mais je peux vous aider, je peux aller chercher un associé. You can't help me in English? Je peux vous aider, je vais aller chercher un associé. But do you understand what I'm saying, ma'am? And you're refusing to help me? Non, 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 non! La vidéo enflamme les réseaux sociaux. L'employée devient une héroïne malgré elle et suscite des éditos enflammés sur les médias locaux. Son nom, c'est Henriette, puis elle refuse pas le service. Elle dit, je vais aller chercher quelqu'un d'autre, simplement. Je la trouve vraiment gentille. Il faut absolument que Walmart nomme cette femme-là, pas juste employée de la semaine, employée du mois, employée de l'année. Tu vis au Québec, apprends le français. Tu veux pas apprendre le français, dégage. Les Québécois défendent un français garanti d'origine du XVIIe siècle. À l'Université Laval, Robert Vézina dirige le trésor de la langue française au Québec. Des centaines d'ouvrages, plusieurs fois centenaires, permettent de comparer l'évolution des deux langues. Dans cette grammaire de 1827, on voit ici la conjugaison du verbe aller à l'indicatif présent. Je vais ou je vas, présenté sur le même pied. Je vous montre cet exemple parce qu'au Québec, on dit encore je vais. Dans la langue courante, plusieurs personnes vont dire spontanément « je vais ». En fait, je vais au marché, je vais y aller, je vais faire ça. Vous le disiez avant, en fait, Louis XIV, c'est ce qu'il disait. Des mots aussi ont évolué différemment. Un autre exemple de mot que nous avons conservé, que vous avez eu tendance à laisser tomber, c'est le mot « blonde ». Au Québec, on dit « ma blonde » en parlant de ma petite amie, ou parfois même de ma conjointe, c'est « ma blonde ». Donc, ce mot-là est resté totalement vivant, mais il était vivant en France, notamment au 18e siècle. Vous connaissez toujours la chanson folklorique « Auprès de ma blonde ». Pour expliquer l'éloignement progressif du français du Québec avec celui de France, une date. Après la rupture de 1760, la conquête anglaise, on n'était plus de colonie française. Donc là, il y a eu une coupure de communication assez drastique entre l'ancienne métropole et son ancienne colonie, ce qui fait en sorte que la langue française a continué à évoluer ici un peu plus en vase clos. À Québec, ou comme ici dans la métropole Montréal, le parler français a aussi créé ses propres mots. Anthony Kavanagh en est un parfait observateur. L'humoriste canadien a vécu 7 ans en France, il est de retour chez lui et s'amuse d'expressions exclusivement québécoises. Quand tu arrives à moins 20, moins 30, moins 40, le putain, on se les gèle. Oh, putain, ça caille. C'est pas assez fort pour dire tabarnak, c'est qui fait fret. Faut dire le fret. Il fait pas froid, il fait fret. Comme quasiment tous les Québécois, Anthony Kavanagh défend jalousement l'usage du français, ici plus encore qu'à Paris. En France, tout le monde parle français. Ah, mais il y a tel mot d'une autre langue, on va l'intégrer. On s'en fiche, on parle français, on est dans une position. Ici, nous sommes les Gaulois entourés de presque 400 millions de Romains anglophones. Merci beaucoup, Anthony. Merci à vous. Et bon week-end. Québec, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, pardon. En français, tabarnak, yeah!